débat et on commente l'actualité aujourd'hui avec Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Bonjour. Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France. Pierre Jouvet, porte-parole du PS. Bonjour. Et Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate et membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Vous n'avez pas changé. C'est toujours ça. Les policiers sont dans la rue. Alerte rouge pour le gouvernement. C'est grave quand même quand les policiers descendent dans la rue. Inquiétant. Est-ce qu'il peut y avoir une convergence des luttes? Est-ce que vous soutenez ce mouvement? 0826 300 300. Il y aura bien un procès Big Malion. Nicolas Sarkozy est-il victime d'acharnement judiciaire? On pourra également parler d'Édouard Balladur qui est aussi poursuivi. Et c'est vrai que ces procès qui durent des années et des années et des années posent question. Et puis Éric Zemmour doit-il se taire? Une enquête judiciaire a été réclamée donc par le parquet. 0826 300 300. Je vous redonne le numéro de téléphone. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je vais commencer avec qui? Tiens, je vais Pierre pour le coup de cœur de ce matin qu'on peut lire dans le Parisien pour l'appel des 108 personnalités pour sauver l'hôpital. Exactement. Moi, j'ai un coup de cœur pour ces personnalités qui s'engagent pour l'hôpital public et qui rejoignent ainsi la mobilisation qui dure depuis maintenant plus de 6 mois des urgentistes, des infirmières, des aides-soignants et des aides-soignantes pour demander qu'il y ait un plan d'urgence pour l'hôpital public qui soit mis en œuvre. Et j'espère que cette tribune va un peu réveiller les consciences parce qu'on s'aperçoit quand même que la situation ne s'améliore pas. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de réponse. Moi, je suis allé la semaine dernière visiter avec Olivier Faure les urgences de l'hôpital de Lariboisière à Paris. Ouais. Et moi qui suis un élu de province, vous le savez, qui ne connaissait pas des urgences à Paris, en proximité d'une gare, ce que j'ai vu cette nuit-là est absolument incroyable, avec des gens qui s'entassent dans les couloirs, avec du personnel soignant qui est à bout. Avec moi, j'ai vu des médecins avec les larmes aux yeux qui nous disaient mais on a peur de se planter, on n'a pas assez de monde, on n'y arrive plus, on est débordé. Et le gouvernement ne l'entend pas. Et moi, je suis vraiment satisfait de voir qu'aujourd'hui, il y a du monde qui s'engage. Et il faut, et je termine là-dessus, bien voir aussi un élément, 90% des Français soutiennent le mouvement. Donc, bien sûr, évidemment, on aime notre hôpital. Il est temps qu'aujourd'hui, la ministre de la Santé en prenne conscience, mette en place un vrai plan d'urgence pour sauver l'hôpital, pour sauver les urgences, pour amener plus de médecins. Des moyens. Et pour amener des moyens à l'hôpital public. Et voilà, donc moi je voulais donner un grand coup de cœur à ceux qui s'engagent aujourd'hui. Oui, sauf que c'est une situation héritée de plusieurs décennies. C'est une situation qui date de plusieurs décennies et qui quand on voit l'état de délabrement parfois des hôpitaux, des médecins obligés de repeindre eux-mêmes, mais ça date d'il y a des années et des années. On en parlera tout à l'heure avec les manifestations de policiers. Ouais. On est sur un même cas de figure. Quand on voit l'état parfois de certains commissariats ou de certains endroits en gendarmerie, c'est sûr que voilà, on est dans un système où il faut reprendre sur nos priorités, sur nos fondamentaux. Et je crois que l'hôpital public en fait partie et qu'il faut vraiment s'y donner les moyens. Sujet important. Vous voulez commenter? Jean-Luc Benamias. C'est fou quand même. Ouais. Parce que c'est la situation. Moi, je pense vraiment aux aides-soignants, aux infirmières. Hein. Les médecins, c'est autre chose. Hein, même si tu as raison de dire que les médecins urgentistes. D'ailleurs, c'est un mouvement qui vient des infirmiers. Mais c'est le mouvement basique qui vient de là. Vraiment de gens qui sont au four et au moulin tout le temps. Et c'est comme pour les policiers sur les heures supplémentaires qui sont jamais rattrapables, parce que tout ça se compte en millions d'heures supplémentaires. Donc comment c'est rattrapable? La grève, ils font grève, mais c'est une grève où on met un badge. Ils mettent un badge, oui. Mais ils sont là sur place, ils sont toujours au travail, même s'ils sont en grève. Je ne sais pas s'ils sont payés, pas payés, j'en sais rien. Donc, et la façon... Madame Buzyn, pour moi, est pas la pire des ministres que je vois dans ce gouvernement. Il y a bien pire. Mais alors, elle a une espèce d'arrogance par rapport aux petites gens dans le salarié, qui fait que rien n'est audible dans ce qu'elle dit. À chaque fois. Alors, il y a eu quelques réponses apportées par le gouvernement. Quelques réponses. Mais alors, au niveau des moyens, pas suffisant. Pas suffisant parce que c'est valable. On est tous passés par l'hôpital. Hein. Je veux dire... moi, je viens d'avoir un accident de scooter. J'ai évité un gamin qui traversait pour ramasser son ballon. On me dit, on appelle les pompiers. Je me regarde, je me dis... Et puis je dis non, je vais pas appeler les pompiers. Tout le monde disait, mais si, il faut y aller, il faut appeler les pompiers. Je dis non, j'ai quoi? Je tiens debout. Je vais pas aller
embourber encore plus. Je suis tout sauf une urgence. Oui, mais c'est très... Je suis tout sauf une urgence. C'est très compliqué. On est dans la complexité en fait, de la vocation. C'est-à-dire que depuis à peu près 25 ou 30 ans, les gouvernements qui sont succédés, que ce soit les nôtres ou les vôtres, nous n'avons jamais prêté attention à ces métiers de vocation, pensant qu'effectivement, les vocations seraient toujours présentes. C'est un peu comme dans l'Église catholique. À force d'être maltraités, il n'y a plus de vocation. Et les gens ne veulent pas spécialement de l'argent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils veulent être traités comme des êtres humains qui ont des familles, qui peuvent avoir des horaires de compensation, qui peuvent avoir des aménagements, qui peuvent avoir des carrières, qui peuvent avoir des transversalités. Et c'est vrai dans la police, c'est vrai bien sûr dans l'hôpital, mais c'est aussi vrai chez les instituteurs. En fait, c'est ça. Tous les métiers qu'on appelait autrefois de vocation, des gens qui s'engageaient avec foi, avec passion, avec noblesse, on les a cassés, et vraiment cassés de l'intérieur. Et je croyais que ce gouvernement qui se disait était le nouveau monde aurait un traitement peut-être plus adapté que nous l'avons loupé, je dois le reconnaître, mais non. Et je suis très attristé en fait de voir qu'on est dans les mêmes habitudes. Patricia ? Moi je répète encore une fois, c'est une question de moyens et de redistribution du budget de l'État. Quand vous arrivez dans un hôpital avec un enfant qui s'est cassé un bras, je vous donne un exemple, il n'y a pas d'attelle pour le bras et on vous donne une attelle pour une jambe. Ça m'est arrivé avec mon fils. Donc je veux dire que voilà, on est au niveau des moyens. Plus de chemises de nuit, plus absolument. Alors le problème, c'est la matériel répartition du budget de l'État. Qu'est-ce qu'on favorise? Qu'est-ce qu'on met en avant? Et il est vrai que pour les Français, il y a deux préoccupations majeures qui sont la santé et la sécurité. On parlera de la police tout à l'heure. Donc voilà, c'est une vraie réflexion à mener sur la redistribution du budget de l'État. Le coup de gueule de Jean-Luc Benamias, vous me l'avez... Je l'ai fait déjà lundi, mais je voulais le refaire aujourd'hui. Et donc Juliette, qui prépare l'émission, a dit Jean-Luc veut faire le Qatar. Et je voulais en reparler parce que ces images me sidèrent, me révoltent. Comment la Fédération internationale d'athlétisme, je sais pourquoi. Question d'argent, question de gros pognon par rapport à la fédération, mais comment faire? Alors, je ne mets pas en cause les athlètes, je regarde ça tous les soirs. Kevin Mayer, ces jours-ci, mais je regarde les athlètes féminines, masculines, le concours de la perche masculin, le concours de la perche féminin, le concours de la hauteur féminine, le concours du triple saut masculin, le concours de la longueur, des exploits pas possibles. Il n'y a personne. Et on met, à l'époque où on fait des grands projets sur le changement climatique, on est dans un stade qui est, attendez, avec des moyens mis en place pour refroidir, mais enfin c'est complètement fou. Et je pense à ça. Où est Greta Thunberg? Non mais je pose la question. Où est Greta Thunberg? C'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. Tu as raison, mais c'est pas un autre sujet. Elle a pointé du doigt la France, l'Allemagne et tout, le Qatar qui fait le Qatar, la Chine. Elle a oublié. Oui. Elle n'est pas membre du Conseil de sécurité. Elle n'est pas membre directement dans l'histoire. C'est autre chose. Je finis sur... je me disais, en regardant ça, parce qu'après, il y a les championnats du monde de foot, vous le savez. Bien sûr, c'est pas fini, ça va être la même chose. Mais il y aura qui? Et je me dis, mais les images qu'il y aura dans 20 ans ou 30 ans, peut-être moins, du Qatar et de ces stades qui seront en total délabrement. Parce que même si le Qatar est très riche, personne ne pourra supporter, aucun pays dans les 20 ou 30 ans ne pourront supporter d'entretenir. Et on aura des photos dans 20 ans ou 30 ans, où il y aura des choses perdues en plein désert, absolument délabrées, voilà. Et je trouve ça scandaleux. Et scandaleux, en grande partie, pour les athlètes. Je ne remets pas en cause, encore une fois, ce que je vois en images, passionné du sport comme je le suis, mais je suis pas le seul, je vois des choses magnifiques. Mais pour les athlètes, tout ça n'est pas crédible. C'est indigne, c'est indigne de la maltraitance, de faire... Et puis alors, c'est surtout quand même une contradiction terrible entre ce qu'on nous explique sur les plans climat et autoriser ce genre d'événements. Enfin, je ne comprends pas comment les pays que nous sommes, France, Allemagne, enfin l'ensemble des pays qui ont été signataires de l'accord de Paris, ne se sont pas révoltés contre cette idée. Alors je sais bien qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je le vois bien avec Bercy. Pas au Qatar, il y en a de l'argent. Non, je veux dire, il n'y a pas d'argent dans les fédérations sportives, et donc on va au Qatar. Mais je le vois, c'est un peu pareil à Paris. Il n'y a plus d'argent à la mairie, et on a vendu Bercy à Accor, et aujourd'hui le POPB, l'Arena, fait des choses qui sont absolument inouïes en termes d'événements parce que c'est arrivé au privé. Donc chaque fois qu'on laisse des organismes publics ou des
politique publique s'imprégner du privé, tous ces accords qu'on mène, toutes ces choses intelligentes que l'on essaye de faire, elles volent en éclats. Et moi, ça me désespère. Ça me désespère. Non, le Qatar, c'est révoltant. En plus. Et c'est non, c'est pas fini. Votre coup de gueule, Franck Marguin? Oui, alors moi, je suis un peu terrassé par l'unanimité des syndicats contre la réforme de la retraite. Et ce qui m'énerve et qui me glace, c'est qu'en fait, on va retomber dans une, comment dirais-je, une action un peu comme quand vous m'avez invité au dernier plateau, avec des grèves massives. Et qu'est-ce qu'on aura proposé? Aujourd'hui, moi, quand j'entends les retraités, encore une fois, on ne parle pas que d'argent. Ils voudraient avoir des temps partiels pour des gens qui ont 60 ans et qui doivent s'occuper de leur mère ou de leurs parents âgés. On voudrait avoir des jeunes cadres qui commencent un peu plus tard aussi avec des temps partiels pour s'occuper un peu de leurs enfants. En fait, ce que je reproche aux syndicats, c'est le conservatisme épouvantable dans lequel ils se positionnent sur ce débat sur la retraite. Moi, je pense que le débat sur la retraite aujourd'hui, c'est un débat qui devrait s'ouvrir sur quel mode de travail voulons-nous pour les 50 prochaines années. Avec un chômage à 8% que nous n'arrivons pas à juguler par rapport à nos pairs, même si nos voisins ont des choses un peu précaires. Je suis stupéfait de la pauvreté du débat et du dialogue sur ce passage. Et c'est pour ça que j'ai un coup de gueule, parce que j'appelle les syndicats, c'est pour ça que j'ai discuté avec eux la semaine dernière, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'en fait, ils n'avaient qu'une chose, c'était faire tomber cette histoire de retraite uniquement pour des problèmes de la valeur de la retraite. Bien sûr que la valeur de la retraite est importante, surtout quand vous avez des petites retraites, mais c'est quand même le grand moment, avec une population qui vieillit, avec des métiers qui changent, aller dans les entreprises. On l'a déjà évoqué plusieurs fois ici, 40 ans, vous êtes senior. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut plus des vieux au boulot. On veut plus des gens. Mais est-ce que justement, on ne devrait pas repenser comment faisons les fins de carrière? Est-ce qu'une fin de carrière, vous devez travailler à plein temps? Est-ce que justement, votre seniorité ne vous permettrait pas d'avoir d'autres... On va pas refaire le... Non, mais c'était mon coup de gueule. Oui, non, mais c'est vrai. Vous me surprenez, quand même. Sérieusement. Il y a à peu près 8 fédérations syndicales, c'est beaucoup, d'accord. Moi, je vois les syndicats qui réfléchissent. Je vois une CFDT qui réfléchit. Je vois l'UNSA qui réfléchit. Je vois la CFTC qui réfléchit. Bien sûr, il y a des oppositions, des fractures énormes avec la CGT et Force ouvrière. On est dans l'ancien. Je parlais de CGT et Force ouvrière. Ah oui, mais il y a d'autres syndicats. Et donc ça réfléchit. Et je vois un gouvernement qui est sourd à toutes ces réflexions. Je vois un gouvernement qui fait quelques petits efforts aujourd'hui. Quelques petits efforts par rapport à la CFDT. Il serait temps. Je dis pas que la CFDT a raison sur tout. Je dis que je vois des fédérations syndicales qui, quand même, par rapport au problème, à la question des retraites, et là vous avez raison sur un sujet, c'est que le sujet de la pénibilité et le sujet de savoir si, par exemple, je prends un exemple, une directrice d'école maternelle, une institutrice peut, à 62 ans, 64 ans, continuer à s'occuper de gamins de 3 ans et de 4 ans, je dis ça n'est pas possible. Je pense aux magasiniers de la même manière, aux magasinières, aux caissières, qui à un moment donné peuvent pas porter des poids dans tous les sens. Voilà. Et donc tout ce problème-là, la retraite à points, c'est une discussion possible, mais elle ne répond pas à toutes ces questions. Allez, on se retrouve dans un instant avec le coup de gueule de Patricia qui concerne la communication du gouvernement à propos de Rouen, autour de la catastrophe de Rouen. On va pouvoir reparler de Rouen avec vous. 0826 300 300, à tout de suite. On continue, nous, à commenter l'actualité. Patricia Balme, votre coup de gueule. C'est un gros coup de gueule. Ce gros coup de gueule porte sur la communication du gouvernement par rapport à ce drame, parce qu'il s'agit d'un drame de Rouen. Alors, si on fait un peu la chronologie très rapidement, on a un ministre de l'Intérieur qui s'exprime très très vite parce que il y a une sorte de réactivité dans la communication maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la communication excessive, c'est-à-dire qu'il réagit parce que le préfet a dit qu'il n'y avait pas de problème d'intoxication. Puis les experts sont nommés, puis, et dernière chose en date ce matin, on en parlait, la porte-parole du gouvernement qui dit, en substance, c'est normal qu'on l'on tousse quand on respire de la fumée. Alors, ce que je voudrais dire simplement... Elle dit, je sais que c'est des moments compliqués, mais le gouvernement est dans la rationalité. La rationalité, c'est que vous pouvez avoir des odeurs nauséabondes, il y a plein de choses qui sentent mauvais, sans que ce soit forcément toxique. On peut toucher lorsque l'on respire de la fumée très forte, sans qu'il n'y ait de particules. Oui, on peut. Alors, pour lui répondre, la rationalité, c'est aussi la prudence. Ce gouvernement a un problème de communication depuis l'élection du président de la République. On est dans la communication excessive et trop réactive.
La bonne communication, et là je parle vraiment de ma paroisse et de mon métier, c'est de savoir attendre. Oui, mais les gens, veulent qu'on leur parle, il faut communiquer. De ne jamais réagir à chaud en énonçant des vérités qui n'en sont pas dès le départ. Qu'il y ait un préfet qui essaye de rassurer, bon. Qu'on attende l'avis des experts en disant aux Français, dès le départ, protégez-vous. Ces personnes qui vivent à Rouen, qui ont acheté des masques, un pharmacien d'ailleurs récemment a dit que ça ne savait pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Voilà. Mais on prévient, on est prudent, mais on ne peut pas affirmer des choses telles que pas de problème. Non, mais moi, ce qui me dérange sont les mots. Pour le moment, des choses comme ça. Donc, c'est pas dangereux pour le moment. Ça veut dire quoi? C'est que dans un moment, on va se rendre compte que ça peut être dangereux. Le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas médecin, à ce que je sache, a été imprudent sur cette affaire. D'abord, il a réagi trop tôt, trop vite, mais surtout, il n'a pas pris les précautions d'usage dans une telle affaire parce qu'on ne connaît pas les conséquences de ce drame. Et on disait que les substances toxiques n'étaient pas connues, ce qui paraît absolument ahurissant qu'on ne les ait pas eues tout de suite. Si c'est un site, une usine, un site Seveso. Alors Seveso, on a bien dit que ça voulait dire un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu comme Fichet. Ça recoupe égal danger. Mais normalement, on a la liste exacte des produits toxiques qu'on aurait dû avoir tout de suite. Donc ça veut dire prudence en termes de communication. Et je trouve ce gouvernement imprudent en termes de communication. Quant à Madame Ndiaye, je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. C'est dingue que d'abord on s'arrête pas à Rouen. Le nuage, il a fait plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de kilomètres. C'est allé jusqu'à Lille, c'est allé jusqu'à la Belgique, c'est allé aux Pays-Bas. Il y a forcément des traces. Et quand on peut, je sais pas quel est le danger total par rapport à tout cela, mais c'est évident qu'il y a danger. Quand on dit aux agriculteurs que leur production doit être jetée, on fait pire que ça, puisqu'on demande aux agriculteurs, on prend le lait et on le rejette dans les rivières. On est vraiment quelque part très malade dans la fonction de la conception. Quand on dit ça, c'est que derrière il y a danger, puisqu'on ne peut pas manger les légumes. Quand on regarde ce qui est tombé juste du nuage, car il s'agissait d'un vrai nuage, pas comme Tchernobyl, un vrai nuage, et quand il tombait des particules dans tous les sens, il tombait du pétrole dans tous les, du pétrole, au sens large du terme, en tout cas des dérivés de pétrole dans tous les sens. Enfin, on ne peut pas répondre qu'il n'y a pas danger, c'est pas possible. Et à ce niveau-là de non-précaution, la façon. La porte-parole du gouvernement, c'est pas la première fois, c'est plusieurs fois. On se rappelle par rapport aux personnes âgées, elle affirmait des trucs. Le lendemain, c'est Édouard Philippe qui doit rattraper la sauce, de manière assez brillante d'ailleurs. Là, d'ailleurs, c'est un peu pareil. C'est lui qui doit tout rattraper. On va marquer une pause et on continue. Rouen, 0826 300 300. La communication du gouvernement absolument catastrophique. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Le coup de gueule de Patricia Balme nous entraîne dans un débat passionné sur la communication du gouvernement. Vous voulez réagir, Pierre Jouvet? Oui, parce que j'ai vraiment le sentiment que sur le cas précis de ce qui s'est passé à Rouen avec l'usine Lubrizol, c'est vraiment un échec patent de la communication gouvernementale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe au départ? C'est un site privé sur lequel se produit un incident grave, qui a des conséquences graves. Et le gouvernement doit, dans son rôle, protéger les populations. C'est d'ailleurs le rôle du préfet. Un préfet, son premier rôle, c'est la protection des populations. Principe de précaution. Principe de précaution. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On a une entreprise qui est totalement mise à l'abri, alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé encore sur site. Et on a un gouvernement qui est en train de pédaler dans la semoule, où on voit les ministres défiler les uns les autres pour aller faire des pseudo on rassure la population par des éléments de langage. Les gens n'y croient pas, les gens n'y croient plus, et on tombe dans un truc qui devient catastrophique. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, on n'y croit plus. Maintenant, on n'y croit plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens qui habitent dans le secteur et dans les 100 ou 150 km aux alentours disent « le gouvernement nous ment ». Le site a explosé, on a une pollution qui est terrible, il va y avoir des maladies rares, il va y avoir des maladies graves, etc. Et on crée en plus de ça un trouble
alors que le gouvernement doit communiquer de manière vous savez pourquoi c'est terrible. Mais vous savez pourquoi? C'est d'incompétence. Parce que, comme les témoignages de la population de Rouen se multiplient, ça donne de la contre-communication. Exactement. Et donc, sans arrêt, c'est communication contre contre-communication. Et je pense que les habitants de Rouen ont quand même une vraie légitimité par rapport à certains membres du gouvernement. Madame Ndiaye est dans son ministère. Elle n'est pas à Rouen, au cœur Non, elle se réfugie derrière les experts et les premières analyses. Oui, mais les experts ne sont pas forcément tous à Rouen. Non. Et il y a ceux qui vivent au quotidien depuis ce tragique incendie. Oui. Vous vouliez réagir, Franck Marga, non, sur cette... je pense que parce que hier, on a évoqué le sujet sur le fait quel est l'intérêt alors, du gouvernement. Aujourd'hui, tout se sait et tout va leur revenir en boomerang de mentir, ou même par omission. Mais je pense que là aussi, enfin, juste pour rajouter quelque chose, je suis complètement d'accord avec mes collègues, c'est en fait, c'est encore une fois l'incarnation du fameux nouveau monde qui restait de très vieux monde. C'est qu'ils ont oublié qu'on avait le numérique, le digital, les réseaux sociaux. On ne peut plus ne pas dire les vraies choses aux gens. Les gens qui, comme vous le dites, sont sur place, ont besoin d'avoir... quoi les vraies choses? Parce que quand on dit on veut la vérité, on veut qu'on nous dise que c'est grave. Quel produit? Non, mais c'est quoi la vérité? Mais ça l'est grave. Quand une usine avait 5000 tonnes, manifestement les années, 5000 tonnes de produits chimiques qui ont été répandus dans l'atmosphère, c'est grave. Et ce qu'on attend du gouvernement, c'est de dire quel type de gravité. Il ne faut pas me dire que c'est pas grave, il faut simplement dire est-ce qu'il fallait garder. Vous savez, il y a des endroits où on dit vous ne sortez pas les enfants. Quand les grandes chaleurs sont arrivées, vous gardez vos enfants ou vos parents à la maison. Pourquoi on n'a pas dit vous gardez vos enfants à la maison le temps qu'on sache un peu plus? C'est ça qui m'a étonné, si vous voulez. C'est cette incapacité de prendre la mesure en disant c'est pas grave. On a l'impression que s'ils avaient dit les choses, ils auraient affolé. Mais non, on peut tout à fait contrôler une population en lui disant attention, nous ne savons pas les principes de précaution. Nous vous recommandons telle et telle chose qui se passe dans les moments graves. Et on agit en fonction d'une gravité. Là, c'était non, il ne s'est rien passé. Alors, si vous voulez, c'est le problème de la protection. Et les citoyens français, dans tous les domaines, ont besoin de se sentir protégés. C'est normalement le rôle de l'État. Et normalement, le rôle de ceux qui dirigent l'État. Et là, il est vrai que, et on parlera de la police tout à l'heure, et la santé, et Rouen, eh bien, les Français ne se sentent pas protégés. Et c'est ça le vrai sujet de fond qui risque demain peut-être de nous éclater à la figure. Voilà. Mais pire, on a une montée en puissance qui depuis des années explose. C'est la théorie du complot avec ce genre de sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va encore l'alimenter. Rappelons-nous de la crise des Gilets jaunes. Vous vous rappelez sur les ronds-points quand il y avait des gens qui étaient interrogés, les fake news qui sortaient, mais les gens y croient sincèrement. Parce qu'on a l'impression, ils ont l'impression que les gouvernements ne font que désinformer pour nous cacher la vérité. C'est ce grand truc du on vous cache la vérité. Vous savez quand même qu'il y a un pourcentage de plus grand de Français, je ne sais plus le chiffre exact, il faudrait le vérifier, mais c'est très élevé, qui ne croient plus les chiffres de l'INSEE. Par exemple. Non, mais on est dans un moment où il n'y a plus rien de vérifiable. Moi, je voudrais quand même dire quelque chose là-dessus pour qu'on ait quand même un débat à sa juste position. Je crois que c'est plus un problème de notre gouvernement actuel. Je pense que c'est un problème de réseaux sociaux et de surinformation. On le voit dans tous les pays, cette théorie. Mais ça en rajoute. Et moi, honnêtement, ça m'inquiète parce qu'un jour, on aura une dictature qui va se mettre en place des réseaux sociaux et de la surinformation. Oui, mais c'est justement au gouvernement de gérer ça. Le problème des réseaux sociaux. C'est le rôle du gouvernement. Tous les gouvernements. C'est-à-dire que quand on désinforme d'un côté, on informe correctement de l'autre. Des GAFA, c'est ça la communication. Autres puissances qui ont pris aujourd'hui l'ascendance sur les gens. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est que sur les ronds-points, on faisait passer une nouvelle, ça traversait les réseaux sociaux et la France était à feu et à sang, alors qu'on aurait pu avoir un peu de discernement. Moi, je suis très inquiet, mais hélas, ça n'est pas. Ce que je veux dire, c'est hélas pas que notre gouvernement. Voilà. On demandait de l'information, pas d'être rassuré. C'est pas le rôle d'être rassuré, c'est de l'information et d'être protégé. Vous avez un rôle là. Non, je suis pas d'accord. Il faut rassurer. Quand vous dites aux parents, gardez vos enfants chez vous, en fait, vous ne les appelez pas. C'est pas rassurer. Non, vous les rassurez pas. Vous les protégez. Non. Rassurer, c'est il n'y a rien de grave. Vous toussez, c'est pas grave, c'est normal. Vous respirez de la fumée. Non, mais ça, c'est mentir. Ça, c'est mentir. Mais c'est pire que mentir. Attention, mettons bien les mots. Moi, je pense que le gouvernement, là, a menti. Vous pensez qu'ils sont dans la panique en ce moment? Oui, certainement.
C'est-à-dire qu'un sujet chasse l'autre. C'est l'avantage. Oui, d'accord, mais là, je pense qu'ils sont paniqués. Il est lourd parce qu'il y a des traces extrêmement larges sur plusieurs centaines de kilomètres. Je vais juste donner un exemple. La réglementation REACH, au niveau européen, qui est une réglementation qui existe depuis maintenant 10-12 ans sur quels sont les composants chimiques qu'il faut réellement surveiller. Il y en a à peu près 10 000, c'est beaucoup, hein, et 10 000 des composants chimiques, il y en a beaucoup plus que ça encore. Et qu'on ne sache pas exactement, sur cette usine proprement dit, quels sont les éléments réels, chimiques, qui étaient utilisés et qui étaient donc potentiellement dangereux pour l'atmosphère. Mais Jean-Luc Benamias, il y a eu des experts qui ont été nommés. Oui, mais c'est très rapide, là. Ça devrait savoir avant les experts. Avant les experts, on aurait dû... Et ce que je veux dire là, c'est que la réglementation dont je parle, qui existe, c'est un règlement, donc elle est imposée à tous les États, devrait faire que, immédiatement, on sache ce qui peut sortir de l'usine s'il y a un accident grave. On ne sait pas comment il est arrivé. Mais ce qui me fait dire qu'ils sont aussi un petit peu dans la panique, c'est ce matin, moi j'ai entendu aussi Ben Tendia qui dit on va demander une étude de tous les sites Seveso. C'est-à-dire qu'il y aurait un pont qui serait tombé, on aurait fait tous les ponts. Là, on dit c'est ce qu'on a fait, absolument. On l'a fait aussi. On l'a fait, et d'ailleurs, et on n'a pas le résultat. On n'a pas le résultat. Absolument. Et il n'y a pas les crédits en face. Et on a fait une étude sur tous les ponts français après le pont de Gênes qui s'est écroulé l'année dernière. On s'est aperçu qu'il y avait plus de la moitié des ponts qui n'étaient pas en état, et il se passe rien. Absolument. Rien. Et on va attendre qu'un pont se casse la gueule en France. Et donc là, on attend la prochaine enquête pour savoir si les sites Seveso sont bien sécurisés. Parce qu'on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cette catastrophe. Ça, c'est après, il y aura une réunion aussi. Il y aura une réunion. Il y aura un comité. Il y aura désigné. Voilà. Allez. Mais on aurait dû savoir dès le départ ce qui était sur le. Enfin, je le dis, je finis là-dessus, sur le site, quels étaient les éléments dangereux qui étaient utilisés. Mais d'ailleurs, Jean-Luc, c'est exactement ce qui se passe sur les sites nucléaires. Sur les sites nucléaires, il y a des classifications qui sont faites par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, avec des classifications 1, 2, 3, 4 et 5 selon les critères, et avec à chaque fois tout ce qui ressort. Pourquoi c'est pas le cas pour tous les sites en France ça Allez, je voudrais qu'on parle des policiers. Donc on va marquer une pause, comme ça on aura du temps pour ce débat. Les policiers sont dans la rue. Alerte rouge pour le gouvernement. Je vous pose la question. 0826 300 avec vous sur Sud Radio. Gaspard de Vaubicourt, la France a gagné. Ce match est terminé entre la France et les États-Unis. Oui, victoire des Bleus, 33-9 face aux États-Unis, qui malgré le score ont sorti une copie insuffisante face aux Américains. 60 minutes fébriles avant 3 essais transformés libérateurs qui permettent aux Cases de France d'obtenir le bonus offensif. Une chose est sûre, il faudra faire beaucoup mieux dimanche face aux Tonga si les Bleus veulent s'imposer. Un niveau de jeu qu'il faudra encore élever le 12 octobre prochain si les hommes de Jacques Brunel ne veulent pas prendre une valise face aux Anglais. On l'a compris, donc l'essentiel a été assuré ce matin face aux États-Unis, Valérie, mais il va falloir que l'équipe de France gomme ses maladresses pour aller plus loin dans la compétition. Merci Gaspard. Évidemment, Sud Radio suit toutes les compétitions de cette Coupe du Monde. Merci à vous Gaspard. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Les policiers vont manifester ce mercredi à Paris sur un fond de malaise, des hausses de suicides, réforme des retraites, rien ne va plus. C'est un appel qui ne s'était pas vu, un rassemblement en tout cas, une forte mobilisation depuis près de 20 ans, large intersyndicale qui a appelé à manifester à Paris. Donc ce matin, c'est du jamais vu, ou en tout cas du très rarement vu. Et il y a peut-être là un motif d'inquiétude quand même pour le gouvernement. Quand les policiers sont dans la rue, c'est que la situation est quand même assez grave. D'abord, il y a une convergence des luttes syndicales. Je veux dire, les syndicats se tiennent la main cet après-midi pour cette manifestation. C'est extrêmement inquiétant pour le gouvernement, pour les Français et ce qui peut se passer à long terme. Alors, les suicides dans la police deviennent très inquiétants. On connaît les problèmes des policiers. Moi, j'en connais un qui m'a raconté qu'il était obligé de s'acheter sa paire de gants usés et qu'il se l'a payé lui-même et qu'ils ont parfois des gilets pare-balles qui datent d'il y a 20 ans. Donc, tout ça fait que pour revenir au problème des infirmiers également, c'est une question de moyens. Des heures supplémentaires, le problème des rythmes, des gardes. Alors, pour qu'on en arrive à se suicider et les suicides s'accumulent, c'est qu'il y a un problème de fond en dehors des problèmes de moyens. Quand un État ne tient plus sa police, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Et c'est ce qui est inquiétant pour les Français parce qu'encore une fois, le problème des Français, c'est la santé
et la sécurité. Et si le gouvernement ne maîtrise pas ces deux problèmes, et surtout celui des policiers, de la sécurité, admettons que les policiers un jour se mettent en grève. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et là, c'est une catastrophe. Qui veut réagir, Pierre Joubert? On est dans un moment qui est très difficile. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, là, il y a aujourd'hui la tension chez les policiers. On a parlé de l'hôpital public juste avant. On ne peut pas se dire qu'on est la 5e puissance du monde, aller dans des commissariats de police, aller visiter des casernes de gendarmerie, voir qu'on a des trucs qui sont totalement délabrés, discuter avec des gendarmes, s'apercevoir qu'à partir du 25 du mois, ils ne peuvent plus, parce que les crédits ne suffisent plus, payer les pleins d'essence pour les tournées des gendarmes dans les zones rurales. On ne peut pas diminuer toujours plus les effectifs. On ne peut pas leur demander de travailler tous les week-ends, tous les soirs et toutes les nuits, et après se dire mais mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Donc en fait, à un moment donné, tout ça est question de choix et de priorité politique. Et soit ce gouvernement décide enfin de mettre une priorité politique sur la santé publique, donc la santé des Français, et les questions de sécurité. Et dans ce cas-là, on pourra reprendre peut-être un dialogue constructif et un apaisement dans le pays et dans la société, soit sinon ça ne fonctionnera plus. Et moi, je m'inquiète de voir qu'on a des policiers et des gendarmes qui se suicident de plus en plus. Les chiffres cette année sont très grands. D'avoir un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours selon les chiffres. D'avoir eu, il y a quelques jours, une directrice d'école qui s'est suicidée et qui a laissé un mot. D'avoir un malaise tel qu'on l'a dans l'hôpital public. Un message terrifiant. Un message terrifiant. D'avoir ces drames dans la question de la fonction publique qui sont là par vocation au service des habitants et au service des Français. Mais il faut que le gouvernement se réveille, c'est plus possible. Moi, je voudrais intervenir parce que, bien sûr, je suis d'accord avec mes collègues là-dessus, mais il y a quand même une responsabilité politique. Moi, je suis un peu stupéfait d'un garçon comme M. Mélenchon qui parle de barbarie. Comment voulez-vous que la police se sente soutenu, à l'aise, respecté quand les leaders, parce que moi j'estime que M. Mélenchon est un leader politique, c'est pas un petit politicien, sont de cette manière à mettre, si vous voulez, la France contre le policier, ou du moins essayer de mettre la France contre le policier. Ça ne leur réussit pas parce que les Français aiment leur police et les Français veulent être protégés par la police. Et je pense que les hommes politiques devraient faire attention quand on parle de barbarie. Le préfet, d'ailleurs, l'autre jour était assez intéressant quand un politique de la France Insoumise hurlait sur le fait qu'ils utilisaient ces fameuses munitions LBD. Il dit, mais enfin, vous vous rendez compte qu'on est quand même pour la première fois devant des gens qui utilisent eux-mêmes des munitions absolument dantesques, et on ne peut pas rester sans rien faire. Donc la montée de la violence, elle n'est pas de la police, elle est quand même des individus et de certains manifestants. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est comment arrive-t-on dans notre pays à avoir une telle violence dans les manifestations? Comment est-ce qu'on arrive à ne pas se poser en amont sur comment dirais-je, vraiment le volume de haine qui se pose dans notre société, et qu'on soit pas capable quand même que face à ce volume de haine sur lequel nous avons une responsabilité, au moins soutenir la police. Moi, je pense qu'on est dans un phénomène de ciseaux extrêmement grave, où j'appelle vraiment à votre micro les hommes politiques, leaders, à ne pas être contre la police. S'ils ne veulent pas les soutenir, au moins ne pas être contre eux, et se poser la question sur d'où vient cette haine. Attendez, on a plusieurs auditeurs, ça fait beaucoup réagir. On a Georges qui nous appelle de Nîmes. Bonjour, Georges. Oui, bonjour. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui. Bon, on va vite faire. D'abord, bonjour. Bonjour à vous et bienvenue. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. On vous écoute, Georges. Alors d'abord le titre, une alerte rouge. Je ne sais pas ce que c'est une alerte rouge. C'est une semonce, un coup de semonce. C'est peut-être effectivement, il y a les urgences, il y a de tout, et on est en train de mêler de tout. Le deuxième point, effectivement, merci, je ne sais pas qui l'a dit, de dire que les Français aiment leur police. Bon, voilà, et on est bien content quand ils sont là, quand il y a un problème. Le troisième truc, effectivement, qu'il y ait eu des violences, il y en avait des deux côtés, sauf que effectivement les policiers et les CRS, disons, avaient une légitimité, et que si les armes qu'ils avaient, effectivement, ils n'avaient pas volé, donc on leur a demandé, ils ont une hiérarchie. Bon, voilà, il y a un préfet qui s'est fait bon, parce que c'était mal engagé. Alors que les politiques soient responsables de tout, bon, que Castaner sache pas, moi je veux bien, mais qu'on s'attaque aux
personnes elles-mêmes, aux individus qui sont et à leur métier policier, c'est un peu gros. Voilà. Et donc effectivement, ils ont un ras-le-bol de leurs conditions de travail, comme beaucoup de corps de métier. Hein, c'est pas nouveau. Et effectivement, si par contre tous les corps de métier veulent qu'on les aime, on est dans un on n'est pas tout à fait. Voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est quand on dit, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler de voyous. Attendez, et effectivement, Monsieur Mélenchon, je dirais rien sur lui, je préfère. Parle des gens de barbares. Monsieur Castaner voulait, ce qui est un bon signe, je ne sais pas si ça va aboutir, à le traîner en justice, à l'envoyer en justice. J'aime pas ce mot, soyons corrects. Moi, je vois, merci Georges d'être intervenu. Je vois tous les gens, les commentaires qui insultent la police. Je vous souhaite de ne jamais en avoir besoin parce qu'on ne peut pas être aussi manichéen et extrémiste que le sont certains d'entre vous qui ont des propos assez étonnant et effectivement alerte rouge, oui, parce que c'est le symptôme de quelque chose quand même des policiers qui sont en grève. Et c'est vrai qu'on a eu un maire l'autre jour qui nous racontait qu'il dans sa commune, je ne sais plus s'il était dans les Yvelines ou les Hauts-de-Seine, il n'a plus de voiture de police, c'est-à-dire qu'il y a une voiture pour 3-4 communes, donc il n'y a plus si vous êtes victime d'une agression, ce qui peut vous arriver même si vous êtes gilet jaune, vous aurez peut-être besoin de la police à ce moment-là et il n'y en aura pas. Manque de moyens, c'est évident. Maintenant, c'est pas une première. Hein. François Hollande, en tant que président de la République, a subi cela. Rappelez-vous des manifestations de policiers sur les Champs-Élysées, allant directement, et en uniforme, avec les voitures de fonction, allant directement vers l'Élysée. Et c'était les gendarmes qui étaient obligés d'arrêter les policiers. C'est des images que tout le monde a vues. Hein. Après, comment expliquer que dans notre pays, tant de violence existe, aussi bien du côté manifestant. Moi, je veux bien qu'on ait tout d'un coup des nouveaux Black Blocs dans tous les sens en France. Excusez-moi, il y a 10 ans, les Black Blocs, ça n'existait pas en France. Ça venait de l'étranger, ça venait d'Allemagne, ça venait d'ailleurs. Comment se fait-il que des milliers de personnes, car il s'agit de milliers de personnes, soient aussi énervées, aussi brutales? Alors, je dirais autre chose, c'est en parallèle. Moi, je pense qu'une police est indispensable, une société sans police n'existe pas. Voilà, maintenant c'est dit. Mais comment expliquer que des observateurs de la Ligue des droits de l'homme, de la LDH, j'en suis membre, soient arrêtés, mis de côté? Il y a des images où ils sont frappés. Et tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. C'est-à-dire que dans la hiérarchie, je comprends l'énervement des policiers. Je comprends le fait que, semaine après semaine, on est à la 46e, 47e semaine, j'en sais plus rien. On leur demande d'être partout, plus des événements, évidemment, comme les grands événements sportifs, culturels, le décès d'un président de la République, tout ça demande aussi des présences policières gigantesques. Ils n'arrêtent pas. La fatigue est totale. Alors l'énervement, je peux le comprendre, mais attention, parce que je dis que cette violence telle qu'elle a été atteinte, quand on dit, bien sûr que si on fait un sondage général, les Français disent une police obligatoire, je le redis. Mais est-ce que pour autant on peut comprendre une telle violence qui n'existe, qui existe que de... Ça fait très longtemps que ça n'a pas existé en France. Une telle violence dans différentes manifestations. Et c'est pas que les manifestations des Gilets jaunes. Plus que ça, les Français aiment leur police et soutiennent leur police. Oui, j'ai pas dit le contraire. Ça, voilà. C'est pas aux dirigeants politiques de les traiter de barbares. Non, mais ça c'est autre chose. Bon, c'est autre chose, mais je pense que justement non. Mais est-ce qu'on peut parler de leur malaise sans revenir, c'est un tout, c'est un peu... Le tout, c'est un tout historique, parce que le manque de moyens, le manque de considération, ne serait-ce que dans les locaux et le matériel... C'est ça, les moyens. J'ai été maire adjoint, je l'ai déjà dit sur cette antenne, à la sécurité publique dans une autre ville, non pas à Marseille, c'était à Noisy-le-Grand. Et je savais très bien que je m'occupais directement de la liaison avec le commissariat. Certains week-ends, il restait 2 voitures et 4 personnes. Mais exactement. Donc, voilà. Moi, je suis allée récemment dans un commissariat, Jean-Luc, ce que j'ai vu, c'est-à-dire même les stylos pour écrire, il y en a pratiquement plus. C'est à un niveau jamais vu. On a des appels, on a Didier en ligne avec nous. Bonjour Didier. Oui, bonjour Valérie, bonjour aux invités. On vous écoute. Bonjour. Alors, je vous appelais parce que moi j'habite à Antony, une commune de la région parisienne, qui est quand même assez connue. Pour vous situer notamment au niveau du matériel, le commissariat Antony, on se croirait au Kosovo quand on rentre dans ce commissariat. C'est une horreur absolue. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la police, pour parler nommer France Police notamment. Premier syndicat de policiers a déposé plainte récemment pour ce qui s'était passé. Alors après, le problème, il est un peu plus compliqué. Il faudrait peut-être remonter aux racines du mal. Il y a l'ancien président de la République qui va être jugé en correctionnel d'ici peu de temps,
qui a supprimé des dizaines de milliers d'emplois, police, gendarmerie notamment. Ouais. Je voudrais savoir éventuellement ce qu'en pensent vos invités et là-dessus. Si vous voulez, c'est un état de fait qui est constaté, mais un jour ça va péter. Et j'ai des échos, ça va péter, mais dans le mauvais sens. Vous êtes policier, vous connaissez bien non, pas du tout, mais j'ai des amis très intimes qui sont très ancrés police, syndicalisés, etc. Donc qui connaissent très très bien le problème, qui sont au cœur du problème d'ailleurs. Oui, non mais moi je vais vous donner un exemple très précis. Jean-Luc Benamias disait qu'il avait rappelé qu'il avait été maire adjoint. Moi je suis premier adjoint au maire de Saint-Vallier dans la Drôme. Bien. J'ai une brigade de gendarmerie dans ma commune. La brigade de gendarmerie, j'ai des relations quasi quotidiennes avec les gendarmes. La brigade de gendarmerie de Saint-Vallier, il y a 18 personnes, 18 gendarmes qui interviennent pour une population totale sur leur secteur de plus de 25 000 habitants. Ils ont peu de moyens, liés notamment à ce que vous disiez sur les véhicules. Ils ont maintenant des nécessités de récupération en horaire la nuit. C'est-à-dire que si vous avez un gendarme il faut savoir ça, si vous avez un gendarme qui sort une demi-heure pour une intervention la nuit, il doit récupérer, ce qui n'était pas le cas avant, pendant 8 heures derrière. Ce qui fait que ça vous retire des effectifs supplémentaires. Qu'est-ce que ça crée, ce genre de situation ? Ça crée que, 1, vous avez de moins en moins de moyens. Deuxièmement, vous avez de moins en moins de recrutement. Troisièmement, vous avez de moins en moins de vocations. Et quatrièmement, vous avez une rupture avec la population. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a 10 jours, j'ai une famille qui habite à côté de la gendarmerie à Saint-Vallier, qui à minuit se fait cambrioler. Il y a quelqu'un qui rentre, il vole un ordinateur, le sac à main de la dame qui habite dans la maison. Ils appellent les gendarmes. Il n'y avait pas de brigade à proximité. Les gens habitent à 10 mètres de la gendarmerie. Comment voulez-vous qu'après, derrière, ce même couple, quand il sort le lendemain dans la rue, il puisse porter un message positif sur la gendarmerie ? C'est pas de la faute des gendarmes, c'est de la faute des moyens qui ne sont pas mis à disposition. Et c'est la même chose, on le redit, pour la question de l'hôpital public, où vous avez des aides-soignants et des aides-soignantes qui se font insulter et cracher dessus parce que c'est trop long. Eh bien, que ce gouvernement, que les gouvernements et que tous les politiques, vous avez raison, prennent enfin leurs responsabilités, parce que sinon, et c'est ce que disait Jean-Luc à l'instant, sinon c'est le pays qui va péter. Parce qu'on a une tension sociale qui devient tellement puissante, où en fait les gens ne sont là que pour s'affronter. Et on n'a plus de capacité de dialogue en commun. Et quand on a des hommes et des femmes politiques qui rajoutent de l'huile sur le feu, on a des situations explosives. Et il faut que tout ça arrive à reprendre un niveau de débat qui soit correct pour faire avancer la société. C'est compliqué de revenir en arrière. On a Claudie en ligne avec nous. Bonjour Claudie, vous attendiez depuis un moment. On vous écoute. Je suis d'accord avec vous. Je fais partie aussi d'un conseil municipal. Nos gendarmes sont bien traités. Ils ont des voitures électriques, etc. Donc déjà, c'est un plus. Mais moi, je m'aperçois que c'est surtout les gens qui deviennent de plus en plus inciviques. Voilà, l'incivilité, ça a complètement disparu. Et pourtant, alors ils critiquent tout le temps les gendarmes, les policiers, etc. Alors nous, quand on a un grand problème, il faut faire venir les gendarmes d'Agen, c'est-à-dire 30 km quand même. Donc oui, mais tout ce que vous avez dit, je le conçois parfaitement, mais je suis un peu surprise que les gens n'aiment pas leurs gendarmes. C'est bien 76% qui n'étaient pas d'accord tout à l'heure, non ? Ou je me suis trompée ? Que j'ai pas compris ce que vous disiez. 76% qui n'étaient pas pour les policiers. Non, c'est l'inverse. Hier, on avait Frédéric Dabi qui nous disait que ça restait que les Français aimaient leur police. Non, c'est plutôt un soutien globalement aux policiers, effectivement. Voilà. Bon, merci pour ce débat. On se retrouve demain. Dans un instant, c'est André Berkoff qui prend la suite. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.